Karel Verreken, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des agriculteurs pendant une heure de chat. Vous êtes porte-parole de Jacques Cheminade. Un des porte-parole. Un des porte-parole de Jacques Cheminade. Et nous avons quelques questions liées à la politique générale et au programme du candidat de Solidarité et Progrès. La première sur l'idée de Jacques Cheminade et la proposition de Jacques Cheminade d'établir un nouvel ordre financier mondial, un nouvel ordre mondial. Le secteur agricole doit-il, dans ce cadre-là, rester dans le giron de l'OMC ? Et comme le demandent certaines organisations, faut-il sortir le secteur agricole de l'OMC pour traiter toutes ces questions commerciales agricoles dans une autre structure à part, avec des règles à part ? Oui, donc d'abord, cet nouvel ordre financier passe donc par une refondation, ou plutôt une reconstruction d'un système bancaire et de crédit qui soit vraiment au service de l'homme, de la nature et de la production, et non pas seulement au service de bulles financières qui se nourrissent avec d'autres bulles financières. Les marchés et la production agricole étant... Et ça, on le sait depuis Roosevelt, depuis l'époque de la grande crise des années 20, c'est que la production agricole, c'est bien le secteur où il y a le moins d'élasticité au niveau des marchés. Donc, l'agriculture, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Donc, c'est là où il faut un vrai encadrement, qu'il faut une vraie organisation des marchés. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ce choc entre le monde financier qui marche à très court terme, dans les nanosecondes, où on joue sur les prix financiers, et qui, donc, par définition, est totalement incompatible avec ce travail dans le temps de la création humaine, la création de la production agricole. Donc, de ce point de vue-là, il est clair que si l'OMC, ça devient un cartel de financiers qui fait des accords où ce qui prime, c'est l'intérêt financier à court terme, qu'on ne peut pas rester, qu'on ne peut pas garder le sucre agricole dans cet OMC-là. Mais ça veut dire aussi, s'il y a un G20 agricole, qu'on a besoin de chefs d'État vraiment responsables qui aient une vision dans le temps effectivement d'organiser cette production. Donc il faut un marché financier qui se mette au rythme de la production agricole et au service de la production agricole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut un système de crédit en opposition avec un système monétaire. Aujourd'hui, on est en réalité dans une espèce d'empire financier, c'est-à-dire un système monétaire qui est dématérialisé et qui fonctionne, qui est cette mondialisation financière, qui est même en guerre contre la mondialisation de l'économie physique, qu'il faut soutenir et développer. Okay. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une proposition législative sur la réforme de la PAC est en cours de négociation au Parlement européen. Quel devrait être son contenu pour qu'elle soit à vos yeux acceptable ? Il faut qu'elle prenne une philosophie totalement opposée à ce qui est discuté actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, nous sommes dans le découplage entre la production et les aides. Donc, s'il y a aide, il faut que ces aides soient orientées vers une mobilisation de la production qui sera nécessaire si on veut réellement nourrir 9 milliards et plus d'individus d'ici 2050. Ensuite, après, on peut discuter comment ces aides puissent être plus justes par région, par pays, par production, etc. Là, il y a un débat à ouvrir, qui est légitime, qui doit être fait. Et ensuite, il faut revenir donc au principe fondateur de la PAC d'origine. Moi, je l'ai relu et quand on la relit, on est choqué quand on constate à tel point la PAC d'aujourd'hui est quasiment le contraire des principes fondateurs de la PAC, c'est-à-dire garantir un juste revenu aux producteurs, lui donner une visibilité dans le temps par des prix garantis, avoir des stocks physiques permettant de casser la spéculation, puisque si on a des stocks, si les prix montent trop, on peut en vendre, faire baisser les prix, on peut intervenir aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. Et ensuite, une préférence communautaire. Depuis que les Anglais sont entrés dans le marché commun, ils ont voulu garder l'Empire et en même temps garder l'Europe. Donc on fait venir de la viande de la Nouvelle-Zélande, on fait venir le lait du Canada, etc. Parce que quand on a demandé aux Anglais, vous devez choisir entre l'Empire et l'Union européenne, ils ont dit on veut les deux. De Gaulle a mis 2 fois le veto sur leur entrée. Finalement, sous Pompidou, on a capitulé. Mais donc,
Et grâce à cela, ou à cause de cela, cette Europe est dévoyée. La Grande-Bretagne peut moins compter sur son empire qu'il y a 30 ans ou 35 ans quand elle est rentrée dans l'Union européenne. C'est vrai, mais j'ai lu l'année dernière dans The Economist que leur projet, c'était dire, voilà, c'est les 4e vagues de la délocalisation, c'était l'agriculture. C'est-à-dire, pour, non pas le peuple anglais, mais pour les milieux financiers de la City, le libre-échange total est toujours leur religion. C'est un dogme fondamental. Et aujourd'hui, on ne fait qu'assister au triomphe de la City au niveau financier et à la destruction de la PAC qui est souhaitée par ces mêmes milieux de la City, donc des intérêts financiers. Justement, sur cette proposition de PAC, il y a cette idée de plafonner les aides, d'une part, et le verdissement de 30% des aides du premier pilier. Est-ce que vous êtes favorable à ces deux idées-là ? On peut toujours, dans l'absolu, penser que ce serait mieux d'avoir des justes prix, d'avoir un système avec des prix justes plutôt qu'un système avec des aides. C'est un autre volet dont on peut discuter. Aujourd'hui, dans le contexte où il y a danger de crise alimentaire et des émeutes de la faim ailleurs dans le monde, je pense que c'est aberrant de baisser et même de geler le budget de la PAC. Il faudra peut-être même le remonter. Le verdissement tel qu'il est fait est aussi une aberration, parce que toujours on veut nous faire croire qu'on est dans une logique de surproduction, alors qu'en réalité, toute l'Union européenne est en sous-production, c'est-à-dire qu'on importe pour satisfaire nos besoins. Donc tout cela ne rime à rien. Donc on prend le prétexte environnemental, en fait, pour amener les gens à baisser les rendements, et donc de produire moins, et donc ça permettra d'importer plus et de faire le beurre de gens qui effectivement produisent ailleurs, et qui, dont l'intérêt n'est pas forcément de développer nos pays. Bon. Et toujours dans la logique de la réforme de la PAC, il y a la suppression des quotas qui en parallèle est décidée pour 2015. Récemment, il y a une remise en cause des droits de plantation en vigne. Ceci dit, il y a plus de chances que eux soient conservés. Est-ce que vous seriez favorable qu'on revienne sur la suppression des quotas ? Donc ça veut dire qu'on revienne indirectement aussi à des prix plus encadrés. C'est sûr que là, le problème, c'est que les quotas étaient en fait le dernier bout qui nous restait de la régulation. Donc les supprimer, effectivement, où on remet tout le système à plat, on refait réellement une vraie régulation, ou sinon, les quotas, c'était vraiment le minimum qu'on aurait dû défendre. Surtout qu'on voit des gens en Allemagne qui veulent produire plus, mais à des prix beaucoup plus bas, et même en important quasiment d'une façon clandestine, par exemple du lait, des pays de l'Est et même d'Ukraine qui entrent en Europe parce qu'il n'y a pas les contrôles qu'il faut non plus. Donc tout cela c'est du court terme. Et surtout, c'est toujours cette vision financière qui triomphe sur la vision de la production. Venons-en à l'Europe dans sa globalité et l'euro. Est-ce que l'euro est l'ennemi de prix rémunérateurs pour les agriculteurs ? Toujours dans la logique que vous défendez ? Est-ce qu'il faut en sortir de l'euro ? Le point de vue de Jacques Cheminade, c'est que si le prochain président devrait aller à Bruxelles et dire, voilà, je lance ces grands projets dans le domaine industriel, mais aussi agricole, pour recréer des emplois qualifiés en Europe. Alors, soit on le fait avec... si ça ne se fait pas parce qu'il y a des oppositions des uns les autres, à un moment donné, il faut quasiment faire une politique de la chaise vide et lancer au niveau de la France ce qu'on doit faire. Donc, à ce moment-là, l'euro peut rester, je dirais, une monnaie commune ou une sorte d'écu, tandis qu'effectivement, à l'intérieur, on pourrait mettre en œuvre, revenir à un franc que Jacques Cheminade appelle un franc polytechnique, parce qu'il pense que la valeur d'une monnaie, ce n'est pas juste une valeur de chiffres, mais que c'est son engagement, qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie, qui donne la valeur à la monnaie. Donc il faut se préparer à cette éventualité
parce que l'Europe, de toute façon, est en train de se faire kamikaze. Les taux d'intérêt sont totalement différents. Et là, vous avez les taux espagnols qui repartent à la hausse. Donc, c'est pas seulement d'ailleurs l'euro, c'est même toute la structure même de l'Union européenne et même la future PAC. Moi, je vois des énormes secousses qui vont être devant nous, où on pourra faire toutes les lois qu'on voudra, mais si tout ce système financier va dans le mur, il y aura vraiment tout à repenser.